Alors, là, je pense que tu touches à un point fondamental. C'est-à-dire que ce que tu veux dire par là, c'est que pour l'évitant, finalement, l'axe central, si tu veux, de son paradigme ou de son fonctionnement, c'est de pérenniser sa fonctionnalité quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il doit pouvoir fonctionner tous les jours. Oui, c'est ça. C'est qu'il a appris, effectivement, à remplacer tout ça par un fonctionnement autonome, individualisé, où il s'occupe de toute la majorité des choses. Ça veut dire qu'il a un contrôle sur ces choses-là. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un rapport à l'objet, oui. mais pas un rapport à ça. C'est aussi important. Hein. Oui. Dans tout ce qui est fonctionnel, on a un rapport à l'objet. Par exemple, c'est moi qui gère l'achat de ma place pour aller voir un opéra ce soir. C'est moi qui gère le travail que je dois fournir pour arriver à la fin de ce projet, par exemple. Hein. Je sais que je dois diviser ce travail en 5 parties, et c'est moi-même qui trouve les heures pour pouvoir les faire et tout ça. Donc, j'organise. En organisant, je prends le contrôle sur ces choses-là. Sauf que on est dans un rapport ici à l'objet. Hein, je veux dire, un concert, une place de concert, une place d'opéra, une place de cinéma. Une activité en général. Une activité, je veux dire, il n'y a rien on n'est pas face à un sujet. C'est ça. Et le problème, il se pose évidemment pas là. Donc là, je me dis, là, 80% de mon temps, je contrôle tout ça. Et maintenant, le truc où je suis un peu moins à l'aise, c'est ce que je ne peux pas contrôler. Mais j'aurais tendance à vouloir le contrôler. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, je vais contrôler la distance dans la relation, donc face à un sujet vivant. Je vais contrôler le cadre relationnel. Je vais essayer de contrôler le cadre relationnel, je vais essayer de contrôler toute une série de choses, mais pas dans le but de vouloir asservir l'autre. C'est pas du tout ça. Hein, je veux dire, on n'est pas... c'est plutôt la conséquence, ça. On n'est pas face à un pervers narcissique, quoi. Tout à fait, tout à fait. Que les choses soient claires. Oui, oui. On est face à quelqu'un, en fait, qui se dit, si je contrôle pas ça, je perds pied. Mais attends, parce que là, si je ne contrôle pas ça, je perds pied. C'est vraiment important. Mais justement, donc ça veut dire que fondamentalement, et d'une manière inconsciente, l'interaction ou le lien transforme le sujet, ça veut dire le partenaire, en une forme d'objet qui va remplir justement ce rôle d'activité. C'est-à-dire, en fait, on rentre dans une interaction ou un lien de bon temps où toutes les activités que je vais partager avec mon partenaire doivent me faire du bien. En fait, s'il était une place de concert ou une place de musée, ça serait bien. Voilà. Non, mais c'est important ce que tu dis là, parce que là, c'est l'idéal. En réalité, il sait très bien que c'est pas possible, hein, donc c'est pas la question. Mais effectivement, si ça pouvait entrer dans ce cadre-là, et qu'il pouvait être objetisé de cette manière-là, à la manière d'une place de théâtre ou autre, évidemment que ça serait beaucoup plus fonctionnel. Tout à fait. Parce qu'au fond, il cherche une relation fonctionnelle. Oui, c'est ça. Et la relation fonctionnelle, c'est une relation qu'il contrôle totalement. C'est une relation où il y aura tendance à vouloir contrôler, mais pour les raisons qu'on connaît. Oui, tout à fait. Pour des raisons qu'on connaît, qui ne sont pas les mêmes que chez le narcissique ou le pervers narcissique. Ça, pour ne pas se sentir envahi, pour ne pas se sentir crispé, pour se sentir à l'aise, entre guillemets, par rapport à la distance. Dans son confort psychologique. Exactement. C'est dans ce sens-là s'il y a un contrôle qui est recherché, il est recherché dans ce sens-là. Oui, mais ce qui se passe, Arnaud, ici, et encore une fois, je mets les pieds dans le plat, c'est que pour qu'une personne puisse se retrouver dans une telle interaction avec un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui, il doit vraiment se transformer en une serpillière. C'est-à-dire, en fait, il peut pas avoir... ça peut pas être un sujet qui lui-même vient avec une... Il peut pas être assertif, mettre un cadre, mettre des limites. Ça pourrait pas tenir, en fait. Alors, effectivement, ça risque de ne pas tenir, et ça tient souvent pas. Hein. Oui. Mais donc, ici, le challenge, c'est de faire comprendre à l'évitant que la personne en face, c'est pas une activité, que c'est pas une place de théâtre, que c'est pas un travail sur lequel on a le contrôle. C'est un sujet à part entière. C'est ça. Mais le problème, c'est que l'évitant lui-même se reconnaît pas comme sujet à part entière. C'est ça aussi qui était important. C'est que lui, dans son développement, il a toujours été un sujet atrophié, en quelque sorte, puisqu'on l'a pas laissé exister avec ses vrais besoins. Donc, il a toujours compris, son rapport au monde, c'est pour être accepté, je dois être diminué. Je peux pas être accepté pleinement en tant que sujet. Alors, s'il a appris ça pour lui, évidemment, il aura tendance aussi à faire une projection sur l'autre. L'autre aussi n'est pas réellement un sujet à part entière. Tout à fait.
Tout à fait. C'est important de comprendre. Non, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et c'est justement, tu vois, cette histoire de cadre relationnel qui, moi, m'a beaucoup intéressé dès le départ sur cette question, et d'ailleurs qui m'a amené à débattre avec beaucoup de gens. En fait, c'est très fonctionnel dans un cadre relationnel, encore une fois, je me répète, ce que j'ai dit au début de l'entretien, où les besoins du partenaire ne sont pas entre les mains de l'évitant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mes besoins ne sont pas entre les mains de l'évitant, on peut partager un concert, on peut partager une activité, on peut partager un cinéma, on peut partager un petit voyage, un petit week-end, même une intimité, mais pas du tout dans un cadre relationnel où je vais déplacer mes besoins dans les mains de mon partenaire. Mais effectivement, ça risque d'être très compliqué. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre cela de la part des partenaires, parce que, au fond, ce qui frustre beaucoup les partenaires d'évitant, en tout cas ceux qui cherchent une véritable relation, c'est l'idée qu'ils cherchent une relation. S'ils ne cherchaient pas une relation, je ne suis pas du tout certain que la frustration serait aussi grande, en fait, finalement. Oui, mais parce que la relation par exemple, si je prends l'anxieux, parce que c'est l'anxieux, par exemple, la relation, pour lui, c'est la fusion. Oui. Oui, mais la fusion, pour l'évitant, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Tout à fait. Donc, l'évitant, par exemple, va chercher une relation avec un peu plus de distance. Sauf que, comme l'anxieux cherche la fusion, et même, c'est-à-dire que le sécure aussi, d'une certaine manière, va chercher un rapprochement. Bien sûr. Qui est peut-être pas de l'ordre de la fusion comme le dépendant affectif qui veut fusionner avec l'autre, mais comment dire, il va quand même chercher une forme de rapprochement. Tout à fait. Mais tout rapprochement pour l'évitant est problématique. Est problématique, bien sûr. Et donc pour lui, si tu lui poses la question par rapport à qu'est-ce qu'une relation, la relation idéale, ben c'est une relation avec une certaine marge au niveau de la distance, au niveau... En fait, qui est chaude et en même temps à distance. Il veut les deux, effectivement, mais avec toujours cette dimension de contrôle sur la situation, mais toujours pour le même but. Je sais que je le répète plusieurs fois. Oui, mais c'est important, oui, je sais, c'est important parce qu'en fait, tu travailles sur, en tout cas, tu en exergues l'intentionnalité qui n'est pas mauvaise, en tout cas. Exactement. Chez l'évitant, c'est tout à fait, c'est très important de le rappeler, qu'il lui ne le fait pas pour les mêmes raisons que le pervers narcissique, mais le problème, c'est que fondamentalement, un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui risque soit de se retrouver face à quelqu'un qui doit complètement se soumettre à la dynamique relationnelle qui est unidirectionnelle, ou alors quelqu'un à qui ça arrange d'avoir cette distance pour d'autres raisons, parce que justement, il a probablement ses besoins qui sont comblés autrement ou ailleurs. Et en fait, c'est surtout ces deux options qui restent à l'évitant qui n'a pas fait un travail sur lui. Donc, si je vais jusqu'au bout de ce que tu dis, ça voudrait dire que les évitants ne peuvent pas vivre de vie de couple normal. Alors, c'est pas une vie de couple normal, c'est-à-dire que soit ils doivent être avec un partenaire qui accepte la dimension unidirectionnelle de ce qu'ils imposent, parce que tout simplement, s'ils n'ont pas fait un travail sur eux, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est très compliqué d'être pour eux dans la réciprocité, d'être dans la prise en compte des besoins d'autrui, d'être dans l'acceptation des éléments axiomatiques qui rendent une relation possible. Soit ils doivent être dans un cadre où les besoins du partenaire ne sont pas entre leurs mains. Et là, certains, comme Véronique Cohn, ont parlé de polyamour ou de relations ouvertes, où les besoins ne sont pas entre leurs mains. Mais une relation où quelqu'un met ses besoins entre les mains de l'évitant, qui n'a pas fait un travail sur lui, ça va poser quand même un problème de fond, puisqu'en fait, ses besoins ne sont pas considérés. Et donc, il ne faut pas du tout oublier ici que pour un évitant, surtout pour un dédaigneux, mais pour tous les évitants, la relation n'occupe pas une place qui est très centrale dans leur vie. C'est-à-dire que pour eux, la relation est quelque chose de plutôt périphérique. Donc, ce qui est axiomatique pour eux, donc comme tu l'as bien rappelé toi-même, c'est le fait de fonctionner, c'est le fait de survivre. Et donc, pour eux, s'ils doivent survivre, la relation est un des éléments périphériques qui doit venir s'intégrer et être un plus. Pour tout le monde, c'est le cas, mais l'élément n'est pas central, il est plutôt périphérique. Parce que c'était considéré comme un vrai... Non, tout à fait. Ça, c'est pour que tu expliques encore une fois la genèse, mais moi, j'explique les conséquences. C'est-à-dire que le fait que toi, tu expliques la genèse et moi, j'explique les conséquences, n'enlève en rien au fait que lorsqu'on va traduire cela dans le concret, finalement, les deux cas de figure possibles pour un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui, c'est soit un partenaire qui va accepter la dynamique unidirectionnelle, et comme tu le disais toi-même d'ailleurs dans une de tes entrevues, il se transforme finalement dans une forme de serpillière, ou alors quelqu'un à qui ça arrange
justement d'être dans une dynamique relationnelle à distance pour d'autres raisons. C'est ça. Donc c'est les deux cas de figure qui pour moi seraient fonctionnels avec un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui. C'est ça, avec quand même des mesures qui vont s'immiscer entre les deux pôles que tu viens de citer. Évidemment, oui, oui. Voilà, il y a quand même des adaptations, il y a quand même, il y a quand même des possibles qui font que, évidemment, que les évitants peuvent être aussi en couple. Oui. Tout va dépendre du niveau d'activation, tout va dépendre de comment est-ce qu'ils sont acceptés avec leurs différences, tout va dépendre de comment est-ce qu'ils ont le contrôle total, partiel ou moyen sur la relation, contrôle toujours pour les mêmes raisons. Et à partir de ce moment-là, ça reste quelque chose de tout à fait possible, mais avec cette dimension d'équilibre toujours à trouver et pas toujours facile à perpétrer dans quelque chose de quotidien et sur la longueur. Oui. Alors, je te cite encore ici une étude de Bartholomew et Horowitz, 1991-1991, où ils ont fait toute une étude relativement exhaustive. Le fait de dire ouvertement « j'ai besoin de toi » implique un aveu d'impuissance ou de vulnérabilité que l'évitant refuse de considérer car elle réveille en lui des angoisses fondamentales d'abandon ou de rejet. Donc en fait, finalement, le fait de dire « j'ai besoin de toi », en fait, c'est pour ça que les partenaires d'évitants, en tout cas de ce qu'on voit comme témoignage, ils se disent « mais est-ce qu'on est vraiment, en fait, finalement en relation ? Est-ce que l'autre a besoin de moi ?» Tu vois, c'est-à-dire que... Oui, parce qu'il y a toute la problématique. Tu as vu ça toi aussi dans tes... Oui, mais toute la problématique, c'est toujours l'expression des besoins. C'est ça. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc, s'il y a vraiment un travail, parce que tu parles souvent de protocole et tout ça, mais s'il y a un travail à faire, c'est vraiment un travail par rapport aux besoins. Parce que là, on se trouve vraiment dans le noyau du problème. Oui. Voilà. Pour toi, justement, parce que comme l'a dit d'ailleurs dans une des études qu'on a citées, si tu veux travailler pour justement faire en sorte qu'un évitant devienne plus sécure, tu dois travailler sur la question des besoins de la vulnérabilité. Ah ben, clairement, parce que c'est directement lié aux besoins, à la répression des besoins, au fait de les taire, de les vivre uniquement d'un point de vue fantasmatique, et surtout le deal qu'ils font dès le départ. Pour être aimé, je dois réprimer mes besoins, je dois taire mes besoins. C'est toujours la même chose. Ils se sont construits comme ça. Tout à fait. Pour exister, je n'existe jamais comme un sujet à part entière, mais toujours d'une manière atrophiée. Parce que j'ai compris très rapidement que pour pouvoir être accepté, toléré, voire aimé, il fallait que j'existe d'une certaine manière, sans la manifestation de mes besoins, ou une partie de mes besoins. C'est ça, c'est ça. Et donc, finalement, ici, selon toi, à partir de quel moment, justement, cette question des besoins, ou comment est-ce que cette question des besoins doit être abordée pour un partenaire d'évitant ? C'est-à-dire que le partenaire d'évitant doit, quelque part, en parler. Comment est-ce qu'il doit faire, justement, pour l'exprimer ? Tout le problème, en général, c'est que là, c'est parce qu'on peut expliciter, on a le temps d'expliciter les choses. Oui. Mais dans les faits, je reviens toujours à ce dessin projectif, c'est que je tais mes besoins pour avoir cet amour, pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être aimé. Je les réprime. Et les problèmes vont commencer. Donc, je me fonds dans les besoins de l'autre. Oui. Une fois que je m'assure que l'autre, en fait, a de vrais sentiments pour moi, à ce moment-là, je vais commencer à déployer mon fantasme. Mon fantasme, c'est ce qui préfigurait déjà à l'époque, au stade infantile, où j'aurais tant aimé être aimé d'une manière inconditionnelle. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me retrouver face à mon partenaire, toujours avec cette tension, cette crispation, en me disant, si je lui disais vraiment ce que je veux, il pourrait m'envoyer bouler. C'est important ce que tu dis là. Mais par contre, j'aimerais tant lui dire, alors je vais essayer de lui dire, mais sans mettre de mots dessus. Et comment ça s'exprime, ça ? Eh ben, en ayant des comportements qui vont être, je m'affirme par la négative. Autrement dit, tout doucement, je me retire du dessin projectif. Au fond, tu vois, ce petit truc-là, ça me dérange, mais je vais jamais te le dire de vive voix. Par contre, je vais te faire comprendre dans mon comportement quand même. L'empreinte que j'ai laissée là, bon, c'était bien au début, mais là, je sens quand même que j'ai quelques tensions que pour pouvoir vraiment manifester concrètement,
la réalisation de ce dessin projectif. Donc, c'est une manière de dire, au fond, je te parle pas directement de mon besoin. Oui. Par contre, je peux te dire que ce besoin-là ou cette chose-là, je n'en veux pas. Je m'affirme par la négative. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se manifeste. Hein? Je me retire progressivement. Oui, mais c'est carrément incompréhensible pour le partenaire, ça. Mais évidemment que c'est incompréhensible, mais Ça. parce que c'est déjà incompréhensible pour l'évitant en général. Oui, Lui, oui. puisqu'il a réprimé une partie de ses besoins. Oui, tout à fait. Comme il les a réprimés, ça veut dire qu'il n'a plus du tout... Il y a une partie de ses besoins auxquels il n'a pas accès. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le dessin projectif, il y a une partie du dessin projectif auquel il croit réellement. C'est ça. Parce qu'il ne sait pas très bien. Au fond, je confonds la chaleur de cet amoureux ou amoureuse avec son projet. Et c'est ça qui se passe. Oui, tout à fait. Et au tout à fond, fait. je me dis, non, mais en fait, après un X temps, je me dis, bon, au fond, d'accord, j'aime bien cette personne, j'ai vraiment des sentiments pour cette personne. Mais son projet, il est envahissant, quoi. Et je pourrais C'est pas ça. m'y tenir. Oui, et c'est ce qui désarçonne et c'est ce qui déstabilise beaucoup le partenaire, puisqu'en fait, il rentre en relation quelque part en adoptant. Exactement. C'est ça. Et c'est ça. Et donc, le problème, c'est que c'est jamais dit, ça. Et comment est-ce que je vais pouvoir dire maintenant, finalement, que, OK pour la personne, mais pas pour son dessin projectif, auquel j'ai participé pleinement, hein. Oui, oui, c'est ça. C'est compliqué de dire ça. Comment est-ce que je vais faire pour le dire? Ben, on va quelque part gagner du temps. On va essayer de on va avoir un rapport au temps qui va être extrêmement long. On va essayer de tenir un maximum cette espèce d'équilibre qui fait finalement cohabiter deux contradictions, enfin deux choses qui sont extrêmement contradictoires. Et on va essayer de tenir sur la durée comme cela. En tout cas, certains évitants tiennent sur la durée comme cela, sans exprimer véritablement ce que tu es en train de dire. C'est ça. Et donc, au bout d'un moment, tu peux avoir aussi, lorsque l'évitant s'il arrive à exprimer un jour ses besoins, ça se fait souvent de manière violente, parce que c'est une matière de toutes les crispations. Donc, si jamais il arrive à l'exprimer, ça va pas se faire gentiment, tranquille. Il va y avoir un pétage de câble, on va dire. Souvent, ça arrive, des pétages de câble, effectivement. Et donc, et là, il te dira potentiellement, tu ne m'aimes pas comme je suis. Oui, non, mais, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il s'est jamais présenté comme il était. Donc, on peut pas l'aimer pour ce qu'il n'a pas présenté. Est-ce qu'il y a une introspection par rapport à ça? Alors non, justement, non, l'introspection, on est encore dans autre chose. Mais le fait de dire, par exemple, tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, c'est évidemment, c'est un leurre. Parce que la personne ne s'est jamais présentée comme ça. Tout à fait. Et en fait, sa véritable peur, c'est que si elle se présentait avec ses véritables besoins, et c'est peut-être là le challenge aussi de l'évitant. Oui. Présente-toi avec tes vrais besoins, mais le problème, c'est que c'est tellement stressant, c'est tellement envahissant que je peux pas m'exprimer comme ça. Donc, au bout d'un moment, le pétage de câble, ça va être « tu m'acceptes pas comme je suis ». Mais le problème, c'est que l'autre pourra dire très tranquillement « mais en vérité, tu t'es jamais présenté comme ça. J'ai l'impression d'avoir une autre personne en face de moi ». Mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on a eu pas mal de débats, toi et moi, sur la question. Dans quelle mesure, si l'évitant se présentait avec ce qu'il a à offrir et ce qu'il ne veut pas offrir, pourrait-il, dans une certaine mesure, obtenir finalement cette chaleur dont il a besoin? C'est-à-dire que, imaginons un évitant qui se présente à toi et dit, voilà, écoute, moi, tes besoins, je ne pourrais pas les prendre en compte. Parce que pour moi, les besoins d'autrui, tu te débrouilles pour tes besoins. J'ai besoin de ma distance, j'ai besoin de mon espace et j'ai besoin d'une distance. Et finalement, j'ai envie de te voir quand j'ai envie de te voir, de la manière dont j'ai envie de te voir. Et il ne faut pas me mettre trop de contraintes par rapport au cadre dans lequel on est. Est-ce que tu acceptes d'être dans une interaction avec moi à partir de ces données-là? S'il présentait les choses comme ça, finalement, ça poserait aucun problème. Oui, le problème, c'est que comme les besoins sont pas très clairs, il y a une partie qui a été réprimée et une autre partie qui est plus ou moins claire, mais qui est inavouable. Donc, on va se retrouver face à quelqu'un qui potentiellement, au fond, pourrait rejeter mes besoins. C'est-à-dire, par exemple, c'est ça qui est assez particulier, c'est que si je n'ose pas exprimer mes besoins à ce point-là, c'est parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas le contrôle sur la situation. Ou potentiellement, je sens que j'aurai pas le contrôle sur cette situation-là. Donc, ou je risque de pas avoir la chaleur dont j'ai besoin. Exactement, mais ça veut dire que je vais trouver quelqu'un qui potentiellement pourrait me rejeter. Lui, il porte toutes les caractéristiques du rejet. Pourquoi? Par exemple, c'est une personne, je sais pas moi, qui
qui est assertive, finalement, qui a une estime de soi assez élevée, qui est confiante et tout ça. Et je me dis, bon, là, ça fait encore plus peur. C'est ça. En même temps, ça les attire et en même temps, ça les rebute. Exactement. Donc, je suis attiré parce que ce personnage me plaît. Il va potentiellement me donner une certaine sécurité. Je vais pouvoir m'exprimer et tout. Et en même temps, j'ai peur de le décevoir. Parce que si jamais je m'affirme tel que je suis, avec ce que je suis, eh ben, en fait, je risque de perdre cette chaleur. Il va me rejeter. Et moi, le problème, c'est que je tiens à cette personne. Donc, je fais ce que j'ai toujours fait. Je tais mes besoins, je les réprime, mais en échange, j'ai de l'amour, j'ai de la chaleur. Oui, mais le problème, c'est que ça tient le temps que ça Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais te demander. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un niveau de frustration du partenaire qui atteint un seuil qui est intolérable, il y a ce qu'on appelle le pétage de câble dont on vient de parler, et il y a une sensation d'avoir été roulé dans la farine quelque part, de la part du partenaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une adoption d'un dessein projectif, il y a eu un retrait du dessein projectif. Tu en as très bien. Et tout ça sans explication. Et tout cela sans explication, tout ça sans communication. Et à un moment donné, le partenaire se dit, ben, dans quoi je suis, moi, ici? Exactement. Et parce que aussi, pour l'évitant, il y a quelque chose de honteux de devoir dire ces choses-là. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose? Ah oui, ben, justement, bien sûr. Cette blessure de honte, elle nous intéresse beaucoup parce qu'honnêtement, personnellement, j'ai pas trouvé beaucoup d'études sur la question et j'aimerais vraiment qu'on la développe. Mais la question d'être gêné finalement, parce que je me rends compte, si l'autre met des mots sur les choses, en fait, il est en train de me dire que ce que je fais là ou ce que je présente là, c'est pas du tout ce pourquoi tu m'as fait signer au départ. Oui, mais c'est intéressant parce encore une fois, on a eu énormément de discussions sur le sujet. Et en anglais, d'ailleurs, il y a pas mal de discussions, même avec d'autres personnalités connues dans le monde de l'évitement, en tout cas sur le sujet de l'évitant. C'est si l'évitant, finalement, présente son cadre relationnel d'une manière claire dès le départ, je pense pas du tout que ça poserait le problème. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, c'est une manière d'être parmi d'autres et c'est une possibilité parmi d'autres. Le problème, c'est que, en tout cas, de ce que toi-même tu as pu voir dans toutes tes thérapies, dans tous les témoignages qu'on a pu lire, c'est que les partenaires d'évitants ne se sont pas engagés dans le cadre relationnel qui leur est imposé, en fait. Et en fait, finalement, on se retrouve dans une forme de cadre relationnel qui ne correspond pas à ce qui a été décidé au début. Et puis, en général, le partenaire, on lui en veut. Oui. Parce qu'en fait, il ne s'est pas adapté à quelque chose par rapport à laquelle il a jamais, dont il n'a jamais entendu parler. C'est-à-dire, en fait, les vraies prérogatives de l'évitant. Et donc, je veux dire, l'évitant, en fait, en veut finalement, potentiellement, pourrait en vouloir potentiellement à son partenaire parce qu'il n'a pas compris tout ça. Et il aurait voulu qu'il le comprenne de manière implicite. C'est ça. Sauf que quand on fait le descriptif de tout le développement des processus, on se rend rapidement compte que c'est très compliqué pour le partenaire de comprendre ça. Comment est-ce qu'il pourrait comprendre ça? C'est impossible. C'est quasi impossible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même... Et donc ça, c'est la dimension fantasmatique aussi de l'évitant qui se dit non, il devrait comprendre. Oui, et il devrait s'adapter sans que je lui dise quoi que ce soit. Mais est-ce que toi, dans tes thérapies, est-ce que un nombre d'évitants conséquents ont conscience justement de cette question du fait d'exprimer leurs besoins? C'est-à-dire, est-ce que dans tout ce que tu as pu observer, ils viennent consulter pour ça? Non, pas du tout. Alors, la question des besoins, alors là, je dis pour la majorité, il y a aucune conscience par rapport à ça, ou très peu de conscience. D'accord. C'est-à-dire que, en général, c'est comme si ils se retrouvaient dans une situation où leurs besoins ne seraient pas tout à fait leurs besoins à eux. C'est pas très clair, ça, pour eux. Entre ce qui est la part de ce qui leur appartient, c'est-à-dire leurs besoins personnels, avec les besoins de la personne d'attachement. C'est important, ça. Hein, oui. La figure d'attachement. Donc, la figure d'attachement a des besoins. OK? Son besoin, c'est quoi? C'est que tu te taises, c'est que tu réclames pas trop de choses, c'est que tu te plaignes pas, c'est que ceci, cela. Et donc, eux, potentiellement, une partie adopte ce type de besoins qui sont pas leurs besoins. C'est ça. Mais ils répondent à ces besoins. D'accord. Et donc, ils les font leurs.
ils se les approprient en réalité. Et donc, au bout d'un moment, quand ils vont exprimer un besoin, si on commence à gratter, on se rend compte que c'est pas tout à fait le besoin de l'évitant. C'est des besoins qui lui appartiennent pas. Sauf que lui, il se les est appropriés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Une question qui est importante, Arnaud. Est-ce qu'ils acceptent la notion de réciprocité sur cette question de non prise en considération des besoins? Réciprocité, c'est très compliqué, mais pour une raison simple. Une fois de plus, on revient toujours à la source et donc la manière dont se sont opérés les liens d'attachement. Pour survivre, ils ont dû se centrer sur eux-mêmes. Se centrer sur eux-mêmes, pourquoi? Parce qu'en fait, j'évite l'intrusion de la figure d'attachement, par exemple. Je fais face au fait qu'on ne me prenne pas en considération. Hein, donc, je me construis individuellement en étant, d'une certaine manière, égocentré. Oui. Ok. La seule chose que je vais pouvoir voir potentiellement chez l'autre, c'est est-ce que si je bouge de cette manière ou d'une autre, est-ce que ça va potentiellement faire en sorte qu'elle me rejette? Donc, ils sont plutôt dans un rapport de vigilance accrue par rapport à l'autre, mais pas du tout dans une prise en considération du besoin de l'autre, puisque il n'y a même pas de conscience de ça. La question, c'est est-ce que l'autre va me rejeter ou pas me rejeter? C'est ça la première question. C'est ça l'axe central de la réflexion, en fait, chez eux. Oui, enfin, l'axe qui n'est pas conscient. Oui, c'est ça. Mais la crispation sur le plan émotionnel se passe à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il va me rejeter ou pas? Et pas du tout, est-ce qu'il a besoin de ça? Est-ce que... C'est pas comme ça. Ça, pour pouvoir parler d'un besoin, d'ailleurs, les évitants sont de très bons prestataires de services en général. Ouais. Hein. Je dis bien prestataires de services parce que oui, c'est ça. C'est important de dire que c'est pas quelque chose qui se passe en continu. C'est ça. Il y a une mission. On l'accomplit. Tu me donnes une mission, je vais l'accomplir, et ce sera de ma manière de te montrer que je t'aime. Okay. Parce que je vais vraiment aller jusqu'au bout de ta mission. La mission que tu m'as confiée, par exemple. Alors, est-ce que selon toi, une question importante, est-ce que selon toi, le fait qu'ils choisissent apparemment d'une manière récurrente des gens qui sont anxieux est on va dire une stratégie inconsciente qui consiste à minimiser la possibilité de l'abandon. Parce qu'en fait, finalement, si tu choisis un partenaire anxieux qui, lui, va être tout le temps dans une forme d'obsession, tu vas pouvoir lui imposer plus ou moins n'importe quoi qu'il l'accepterait. Alors, c'est pas aussi, à mon sens, c'est pas aussi simple que ça. Disons que finalement, le partenaire, et ça se passe sur le plan inconscient, mais aussi bien pour l'anxieux, hein, d'ailleurs, voilà. L'enjeu, c'est pour les deux. On trouve finalement le meilleur partenaire pour rejouer ces scènes primales. C'est ça. En espérant une autre tournure, une autre issue. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant, tu sais, parce que toutes les études qu'on a pu avoir, surtout de Milk-Kulinser et Shaver, de Hazan et de Amir Levine aussi, ils perçoivent vraiment, si tu veux, leurs besoins. En fait, Milk-Kulinser et Shaver, en approfondissant la théorie de l'attachement chez l'adulte, ont largement confirmé que les évitants minimisent ou nient leurs besoins émotionnels pour maintenir une distance émotionnelle sécurisante. Pour le même Hazan et Shaver en 1987 et Finney en 1999, et encore Milk-Kulinser et Shaver en 2007, l'évitant interprète la dépendance émotionnelle saine comme un danger potentiel. Mais si à un moment donné, la dépendance saine qui est consubstantielle à toutes les relations est perçue comme un danger potentiel... Mais pourquoi ils expliquent dans l'étude pourquoi est-ce qu'ils l'aperçoivent comme ça ou pas? Ah, c'est lié en fait à leur structure de base que toi-même tu as expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vulnérabilité. Si à un moment donné, moi j'ai des besoins, je suis vulnérable, je suis dépendant. Si je suis dépendant de toi, je suis pas aussi puissant dans mon indépendance. Je pensais qu'ils avaient peut-être étayé. Ils l'ont certainement étayé. Ici, c'est juste le résumé de l'étude que j'ai. J'ai pas toute l'étude devant moi, de toutes les études, mais en tout cas, c'était toute la question des besoins qui a été questionnée. Mais en fait, pour moi, j'en reviens toujours à la même chose, Arnaud. Est-ce que, sans travailler cette question des besoins, il est possible
de pouvoir avoir une véritable relation basée sur la réciprocité avec un évitant qui n'a pas fait un travail sur lui. Parce qu'attention, attention, quand je dis ça, c'est quand même très important de comprendre que mon but n'est pas de stigmatiser l'évitement, pas du tout. Pas du tout. Parce que je considère la dépendance affective comme étant aussi un problème très... ça pose pas mal de problèmes en relation, la dépendance affective. Hein. Mais quand on voit à quel point c'est profond, les contradictions structurelles et les paradoxes chez l'évitant, on se dit, mais comment fait-on pour être avec un évitant qui, en même temps, évite le travail sur lui-même, puisque pour lui, travailler sur lui-même n'est pas fondamental, et c'est pas nécessaire puisqu'il peut fonctionner comme cela. Et comment peut-on finalement avoir une interaction ou une relation avec un évitant s'il refuse de faire un travail sur lui? Est-ce possible? C'est-à-dire que dans quoi va-t-on être en fait finalement? Est-ce que c'est possible déjà? Mais donc, une fois de plus, je vais ramener les choses, à mon sens, à ce qu'elles doivent être ramenées. C'est-à-dire que si on a une définition de la relation pour l'évitant qui est ce qu'elle est, et pour l'anxieux qui est ce qu'elle est, ben, on comprend rapidement que ça va être compliqué. Oui, on va prendre la définition de la relation sous un angle psychologique et universel, parce que, attention, c'est quand même important de comprendre que, et je me répète à ce niveau-là, que autant aujourd'hui on vit dans un monde postmoderne, j'en ai parlé dans les entretiens précédents, puisque la philo est plutôt mon domaine, donc on vit dans un monde postmoderne où on peut tout redéfinir presque. Mais il y a quand même des notions, qui ont quand même une dimension universelle. Par exemple, le concept de relation saine, même si elle a une part de subjectivité, elle a pas que du subjectif et du relatif. Par exemple, une relation, pour qu'elle soit saine, elle doit avoir un certain niveau de réciprocité. D'accord? Donc, si elle n'est pas du tout basée sur une forme de réciprocité, c'est justement là où on parle de relations toxiques, où il y a des espèces de dépendance et d'obsession d'un partenaire vis-à-vis de l'autre. En tout cas, la psychologie définit, je parle sous ton contrôle, puisque tu es un psychologue clinicien. Donc, une relation saine a quand même une définition. Est-il possible d'être dans une forme de réciprocité si un évitant n'a pas fait un travail sur lui, Arnaud? Non, la réciprocité, ça va être très compliqué. Voilà. Ça va être très compliqué, on sera dans un autre type de rapport, mais la réciprocité, c'est difficile parce que déjà, la réciprocité veut que je me reconnaisse en tant que tel que je suis, et à la fois que l'autre qui est avec moi, finalement, recherche quelque chose dont il a aussi besoin. Hein, et on n'est pas uniquement dans du contemplatif, quoi. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc une relation, c'est pas de la contemplation, quoi. C'est pas de la contemplation, tout à fait. Ça pourrait l'être, hein, mais alors on n'est pas en relation. Alors, une dernière question. En tant que thérapeute, quelles sont les pistes que toi, dont tu parles, ou en tout cas que tu mets en avant? Parce que tu as quand même traité des évitants, tu as quand même traité des évitants. Quels sont les angles que tu utilises, ou les angles d'approche que tu utilises pour pouvoir traiter l'évitement? C'est-à-dire, tu travailles essentiellement sur la vulnérabilité, l'indépendance et les besoins, ou tu travailles encore sur d'autres choses? Moi, j'ai une approche quand même assez holistique qui prend en compte toute une série de dimensions et pas toujours que des dimensions... On ne te demande pas de révéler tes secrets, mais lance-nous des pistes. Pas que des dimensions horizontales, évidemment. Mais disons que déjà permettre de mettre un espace sécurisé où l'évitant peut facilement parler de ce qui le préoccupe, des difficultés qu'il rencontre. Et ça, déjà, pour moi, c'est la base de toute chose. C'est ça. S'il y a pas créer un climat de confiance. Mais s'il n'y a pas cette... Alors, on appelle ça, c'est l'alliance thérapeutique, mais pour moi, ça va encore plus loin que ça. C'est de dire, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'exprimer nos peurs sans avoir honte, sans être jugé, sans quoi que ce soit. Voilà. De cette manière-là, on va pouvoir toucher des... Donc, pour moi, c'est important de dire, on attaque quelque chose par rapport à ce qui ressort. Donc, pour moi, c'est pas un protocole... Bon, évidemment, d'une manière générale, on sait à quoi il va falloir toucher, mais pour moi, il doit avoir une émergence libre, en fait, des problématiques rencontrées par l'évitant. Pourquoi? Parce que, en fait, on parle de sa prise de conscience à lui. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, au fond, de quoi est-il conscient et comment est-ce qu'on peut utiliser cette prise de conscience pour pouvoir avancer sur le plan thérapeutique. C'est ça. Et pas de dire, bon, alors, mon protocole, c'est les besoins, c'est ceci, non. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est au cas par cas.
c'est au cas par cas et ça doit être adapté à la personne. Pour moi, c'est très, très important. Et adapté aussi à son niveau de compréhension. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben, je te remercie beaucoup pour cette entrevue, Arnaud. C'était très, très intéressant. Merci pour ton Et invitation. on se reverra certainement dans une prochaine entrevue sur un sujet qui sera tout aussi important que la question des besoins. Avec plaisir, grand plaisir. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud, et à très bientôt. Merci beaucoup, oui. Au revoir.